Manifestation à Clichy après la mort de l'ouvrier de l'usine Fulmen. Ce soir, notre dossier sur les occupations d'usines. Les attentats corses à Paris, le Premier ministre condamne mais veut continuer à dialoguer. Notre reportage sur place. Le pape en Guinée équatoriale, le pays de l'ancien dictateur Macias. Pour la première fois, l'enquête d'une équipe de télévision sur un territoire coupé du monde. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Au-delà de tous ces titres, il y a ce regard de la télévision sur elle-même à un moment où les passions se font conflictuelles et où les déclarations se multiplient. Aujourd'hui encore, dans Paris Match, le socialiste Jean Popren considère que depuis le 10 mai, on a donné un coup de barre peut-être un peu raide à la télévision. Cet après-midi, les PDG des 3 chaînes se réunissaient dans un souci d'harmonisation de leur programme. Au nom des 3 PDG, Guy Thomas, le président de FR3. Que cette harmonisation des programmes essayait de se faire. C'est quand même un travail, Pierre Desgroupes le faisait remarquer, et lui qui est véritablement un grand professionnel de la télévision, que c'est un travail qui dans son principe paraît simple, mais qui dans la réalité des choses est beaucoup plus compliqué. Parce que il y a le poids des habitudes, parce que, par exemple, FR3 reste quand même une chaîne à vocation cinéma, etc. Ce que je vous disais tout à l'heure, le dispositif, c'est ces réunions régulières, hebdomadaires, systématiques des directeurs des programmes des 3 chaînes, entre eux, avec leurs assistants techniques, pour faire en sorte de corriger, au vu même des grilles, une fois déjà un large travail d'harmonisation aura été accompli, il pourra toujours y avoir des bavures, essayer, avant d'envoyer les programmes dans la nature, d'éviter ces bavures. Donc d'ajuster le tir à ce moment-là. Nous avons choisi ce soir de consacrer une grande part de ce journal au dossier des occupations d'usines. L'actualité fourmille d'exemples, avec, on le sent bien, une montée croissante des tensions. Au bout du compte, parfois le drame, tel celui de l'usine Fulmen. Plusieurs milliers de personnes, 7 000 dit la police, 40 000 pour la CGT, ont manifesté en fin de matinée à l'appel des syndicats et des partis de gauche pour réclamer la dissolution des milices patronales. Je cite là les propos de Georges Segui qui a demandé une enquête sérieuse et approfondie sur ces organisations. Autre émergence du problème dans l'actualité, l'affaire du commando d'Isigny. Eh bien, Bernard Roubert, le secrétaire général du groupe Beignet, a été inculpé de complicité de séquestration de moins de 24 heures dans le cadre de l'instruction. Alors pour essayer de mieux vous faire comprendre le problème, nous avons voulu passer une nuit dans une usine occupée en région parisienne. Elles sont finalement assez nombreuses dans ce cas. Laurence Graffin et Patrice Duterte vous racontent donc ces heures vécues à Argenteuil dans une bien étrange atmosphère. Une atmosphère qui pour l'instant tarde à se dissiper. Bien, on me signale que le reportage n'est pas tout à fait prêt. Cela dit, il y a beaucoup d'autres choses dans l'actualité qui nous rapprochent de ce problème des occupations d'usines. Par exemple, hier après-midi, dans une usine Poquelin de Tracy-le-Pont, dans l'Oise, un directeur, accompagné de 25 agents de maîtrise, est venu récupérer du matériel en découpant 2 portes verrouillées par les grévistes, malgré la présence d'un pilier de grève, et il n'y a pas eu d'incident. Alors la multiplication de ce genre d'affaires inquiète le CNPF, dont le président, Yvon Gattaz, a d'abord lancé un appel au calme. Le plus grand calme à toutes les organisations, non seulement patronales mais aux autres, pour contrôler, j'allais dire, le dynamisme de leurs militants, pour éviter qu'il y ait des affrontements qui peuvent conduire à des séquelles graves. Qui porte la responsabilité de ces troubles? C'est facile à dire. Chacune des parties doit penser en toute sincérité que c'est l'autre. Quoi qu'il en soit, actuellement, les occupations d'usines ou les séquestrations de cadres ne sont pas normales. Et en ce qui concerne les séquestrations, je les considère comme strictement inadmissibles. Nous avons toujours dénoncé toutes ces voies de fait et nous demandons à tout le monde de conserver son calme à l'heure actuelle pour éviter des affrontements qui ne seront finalement utiles à personne en France. A noter que hier, des ouvriers non grévistes ont manifesté avec leur directeur à Perpignan pour demander le respect de la liberté du travail dans leur usine paralysée, elle aussi, par une grève.
Alors Philippe Sassier, pourquoi ces conflits et pourquoi surtout cette forme de conflit? Bien, avant de voir le reportage de Laurence Graffin qui va un petit peu illustrer ces conflits, effectivement, c'est intéressant de savoir pourquoi. Bien, après 8 mois de très grand calme social, l'agitation a repris, quoiqu'on ne compte pas plus d'une cinquantaine de conflits actuellement. Ils ont une caractéristique, ce n'est pas dans la rue, mais surtout dans l'atelier, que se manifeste le mécontentement, et il y a plus d'occupation d'usines que de manifs. Beaucoup de conflits ont pour origine la défense de l'emploi, et avec la gauche au pouvoir, les salariés et les syndicats se sentent plus soutenus. Mais l'ordonnance des 39 heures a envenimé beaucoup de ces conflits locaux qui sont en fait plus difficiles à canaliser qu'un vaste mécontentement national. La CGT a jeté de l'huile sur le feu en demandant immédiatement que l'heure de travail en moins soit compensée complètement. Le patronat, eh bien, il a soufflé sur les braises en traînant des pieds pour la 5e semaine de congés payés et puis en remettant en cause certains avantages acquis. Et le gouvernement, par son arbitrage sur la 39e heure, sur la 40e heure de ces 39 heures, et puis en semblant à un certain moment hésiter, eh bien, il a coupé en deux le monde syndical. Alors, au lieu d'un dialogue, est-ce que l'on assiste à un affrontement? D'abord, il faut noter qu'il y a pas mal actuellement de négociations en cours et que certaines d'entre elles aboutissent. Ensuite, il faut remarquer que beaucoup de ces conflits naissent mais meurent rapidement. La semaine dernière, une vingtaine d'entre eux ont été réglés. Actuellement, le gouvernement reste serein et il estime de toute façon assez saine cette espèce de confrontation sur le terrain. Yvon Gattaz, le président du CNPF, vous venez de l'entendre, fait un appel au calme, et quoi qu'il en soit, le ton du dialogue social a monté d'un cran, et si le nombre de ces conflits reste assez modeste, eh bien, certains d'entre eux se durcissent. Voilà, donc l'un de ces conflits, nous allons maintenant le décortiquer. Nous sommes allés sur place, Laurence Graffin et Patrice Duterte ont passé toute la nuit à Argenteuil pour essayer de savoir comment c'était vécu de l'intérieur, à la fois par la direction, les cadres et les employés. Cette étrange ronde a lieu chaque nuit à l'usine Gipelec d'Argenteuil. Les gardiens, ce sont des ouvriers. Toutes les 2 heures, par groupe de 4 ou 5, ils se relaient. Leur crainte, que la direction n'enlève du matériel de l'usine. Ils se déclarent prêts à s'y opposer. Comme vous avez pu voir, il y a environ 25 à 30 personnes qui sont dans l'enceinte de l'usine, mais disons qu'on a un réseau téléphonique, c'est-à-dire qu'on a 3 ou 4 personnes à prévenir, et disons qu'on peut, dans le quart d'heure qui arrive, on peut réunir 150 à 200 camarades. Mais est-ce que vous vous rendez compte que l'occupation d'une usine, est-ce que vous pensez que c'est légal? S'il fallait faire que les choses légales pour défendre son emploi, disons qu'on n'aurait pas grand-chose pour se défendre. Hein. Bon, surtout que pour les occupations d'usine, ça fait 2 ou 3 fois qu'on passe en référé au tribunal de Pontoise. S'il faut passer 4 fois, 5 fois, c'est pas grave. Il y a 8 mois, la CGE, société mère de Gipelec, a décidé de fermer l'usine. Motif, le marché des piles électriques, sa production, n'est pas bon. La moitié des 250 ouvriers ont pris le pécule proposé par la direction ou accepté ses offres de reclassement. Les autres, estimant que ces offres ne sont pas sérieuses et que l'usine peut vivre, sont décidés à rester. À rester coûte que coûte. Il y a encore un peu de viande. Et il en reste un peu. Je sais pas si un truc. On dit que vous n'avez pas quitté l'usine nuit et jour depuis 8 mois, est-ce que c'est vrai? Oui, d'accord. Depuis le mois d'août. Depuis le mois d'août, vous n'êtes jamais rentré chez vous? Jamais. Je garde l'usine jour et nuit. C'est vrai, c'est réel. Vous vous sentez bien ici? Ouais, très bien. Je me plains pas. Je suis tout seul, j'ai perdu ma mère et tout. J'ai des camarades et tout. Voilà, ça me plaît, moi, c'est tout. Je suis fier de mon usine. Depuis que je suis rentré, début, nous sommes maintenant. Je veux la tenir jusqu'au bout. Je veux. Ça continue le plus longtemps possible. Vous y êtes depuis combien de temps? 34 ans. Exactement. Croyez-moi. Mais j'y tiens. De mon usine. Mais ça marche. Tiens, Nicolas Koubapi. Allez. Pour se maintenir éveillés, certains jouent aux cartes. D'autres dorment, dispersés au hasard des coins les moins froids.
Mais cette usine fantomatique s'éveille tous les matins. Car paradoxalement, elle marche encore. Un sursis a été donné par le ministère du Travail, si bien que s'est instaurée, dans cette situation ambiguë, une sorte de répartition des tâches. Au niveau de la discipline de l'entreprise, maintenant c'est les travailleurs qui décident. Et au niveau des ateliers, c'est quand même les responsables d'ateliers qui dirigent le travail quand même. Et la direction, qu'est-ce qu'elle fait? La direction assigne les bons d'approvisionnement, etc. Et quand le directeur a des comportements, disons, pas normaux, comme au début de la lutte, qui nous arrachait nos affiches et qui arrachait nos drapeaux, disons que les travailleurs décidaient de ce qu'il faisait du directeur. Soit qu'on le laissait rentrer dans l'entreprise s'il continuait à faire son travail de directeur, mais s'il était là pour arracher des panneaux syndicaux, on le laissait à la porte, quoi. Vous mettiez à pied. C'est ça, ça change un peu. Les cadres, enfin ceux qui restent, ne sont pas euphoriques. Isolés, ne sachant plus où est leur rôle, ils sont, pour le moins, désemparés. Comme ce directeur du personnel de l'usine, terré dans son bureau fermé à clé. Il ouvre ici à son supérieur, le directeur général du personnel de JPELEC. Vous savez, un conflit social, c'est jamais quelque chose de facile à régler. Ça présente de multiples facettes. Il n'y a jamais de règles en la matière. Vous venez souvent ici? Non. Je viens, nous réglons nos problèmes essentiellement au niveau du siège. Et la position de la direction locale? La position de la direction locale est une position excessivement difficile, et d'ailleurs à cet égard je rends hommage à l'ensemble des cadres qui sont présents, qui font un travail qui est dans des conditions qui sont des conditions excessivement difficiles. Vous vous rendez compte qu'il se barricade toute la journée? Il est regrettable qu'il soit obligé de se barricader. Il est regrettable que nous ayons connu sur ce site un certain nombre d'exactions de la part de personnel qui est quelquefois étranger à cet établissement et qui est obligé, notre encadrement dans l'établissement, à prendre l'ensemble de ses précautions. Il n'y a pas eu d'exaction physique, il n'y a pas eu vraiment d'état de siège. Vous savez, entre des violences physiques et des violences morales qui sont quelquefois intolérables, je ne fais pas une grande différence. Ce soir, comme tous les soirs, les cadenas ont été mis aux portes. Et une longue veille a repris chez JPELEC. Une grève à prévoir à l'EDF et au Gaz de France, c'est la CGT qui a appelé au débrayage pour le mercredi 24, c'est-à-dire mercredi prochain, pour protester contre la politique salariale du gouvernement. La réduction du temps de travail, André Bergeron approuve le président de la République sur le maintien du pouvoir d'achat. À ce propos, a-t-il dit, on ne pourra jamais empêcher Edmond Maire de rêver et de se débarrasser de ses propensions à jouer les donneurs de leçons. Edmond Maire, également critiqué par Henri Krasuki, les esclandres de M. Maire, a dit le futur patron de la CGT, commencent à devenir banales et fatigantes. En revanche, le Premier ministre, lui, a refusé de polémiquer. Il y a peut-être eu malentendu, a-t-il dit. Concrètement, maintenant, un accord sur la durée du travail pour les quelques 200 000 salariés des hypermarchés et des supermarchés. Et puis surtout un futur accord dans la métallurgie, puisque le patronat vient de dire oui, la CGT et la CFTC s'abstiendront. Troisième gros dossier économique du moment, les nationalisations. Au lendemain de la nomination des responsables des nouvelles entreprises entrant dans le giron de l'État, il était intéressant de savoir comment allait réagir la bourse. Eh bien, vous allez le voir inégalement, avec des résultats assez surprenants. Jean Lebert. Société Lyonnaise, plus 62%. Crédit Commercial de France, plus 56%. Paribas, plus 44%. Et la liste est longue. Mais par contre, Crédit Lyonnais, Rhône-Poulenc et quelques autres en baisse. On se bousculait à la bourse et une foule de curieux s'entassait dans les couloirs. C'était la fête et plus d'un s'en réjouissait. L'afflux d'ordre d'achat pour la plupart, embouteillait littéralement le marché.
Suspendues le 15 janvier 82, les cours des sociétés nationalisées ont rejoint aujourd'hui leur valeur d'indemnisation. Une surprise, les cotations ont même parfois dépassé l'indemnisation. Preuve technique pour les analystes financiers que les petits porteurs vendaient aujourd'hui ce que rachetaient les investisseurs institutionnels. Sur le marché de l'or, le lingot perd 1600 francs à 72 000 francs. Le dollar, lui, baisse un peu à 6 francs 0,5. La CGT du textile désapprouve catégoriquement, il fallait s'y attendre, le choix de Jean Gandois qui restera à la tête de Rhône-Poulenc. Le PC de son côté a souhaité que les PDG soient désormais assistés de 2 vice-présidents, dont un travailleur, c'est Claude Guessot qui vient de rentrer au bureau politique du Parti communiste, qui l'a dit dans Révolution. Enfin, sachez que le Premier ministre a fait savoir aujourd'hui qu'il entendait limiter les salaires des nouveaux PDG à une fourchette qui irait entre 400 et 800 000 francs par an. Pierre Mauroy, qui lors de ce même entretien avec les journalistes, a dit que le gouvernement maintiendrait la paix civile en Corse et qu'il ne se laisserait pas entraîner dans le cycle de la provocation et de la répression. Le Premier ministre faisait allusion là aux attentats de la nuit de mardi à mercredi à Paris, attentats sans victimes. Alors comment a-t-on réagi sur place? Eh bien nous rejoignons en Corse nos envoyés spéciaux Jean-Michel Mercurol et Alain Saint. 43 attentats, 1 tué, 2 tentatives de meurtre. Des actes revendiqués par les clandestins du Front de Libération Nationale de la Corse. Tout cela en moins d'une semaine, en Corse, mais aussi à Paris. 9 mois de trêve brutalement interrompus au moment où une décentralisation poussée doit voir le jour dans l'île. Attentat unanimement réprouvé en Corse, une organisation pourtant s'abstient de juger et même comprend le FLNC, c'est la CCN. La consulta di Comunità di Nazionalisti a pris connaissance des actions militaires menées par le mouvement nationaliste clandestin. Les militants de la CCN se sont engagés fermement dans une démarche publique et légale pour la libération nationale du peuple corse et son droit à l'autodétermination. Cette lutte peut légitimer d'autres formes d'action et nous n'avons pas à juger ceux qui les ont choisis. La CCN est conduite par Yves Stella, un ancien militant du FLNC condamné par la Cour de sûreté de l'État, puis libéré après le 10 mai. La CCN, on le dit, serait la vitrine légale du FLNC, mais se défend d'en être son porte-parole. Par cette escalade sanglante, cette fois, selon les enquêteurs, il ne s'agirait pas de bavure, le FLNC se sent-il en perte de vitesse avec la nouvelle attitude des autonomistes aujourd'hui séduits par les solutions préconisées par le PS? En tout cas, il semble manifester comme seule valable une stratégie de rupture pour mieux dénoncer le réformisme dans lequel s'engage selon lui l'UPC d'Edmond Simeoni. Ne vous sentez-vous pas renvoyé par les nationalistes vers la politique politicienne? C'est peut-être l'espérance des nationalistes clandestins. Je pense qu'ils font une erreur car nous avons su prouver dans le passé que sans tomber dans l'extrémisme, nous étions capables de soutenir nos revendications avec force, conviction et sans aucune outrance. Mais nous pensons qu'il existe désormais une large ouverture pour promouvoir les idées de progrès et qu'avec la réforme des mentalités indispensables dans la prochaine décennie, la Corse accédera à une certaine autonomie. Menacé par le légalisme de l'UPC, reste un élément aux clandestins pour soutenir leur combat, la Légion. Le PCF veut sa dissolution, le PS n'était pas hostile à son départ, les nationalistes pensent populariser ce thème, Légion, symbole du colonialisme français. Le FLNC a donc frappé. Le cycle attentat, répression, solidarité peut être l'espoir des clandestins pour raviver leur combat, technique connue en Corse où solidarité réelle ou forcée reste un maître mot. La solidarité qui existe et qui est incontestable entre les Corses s'accroît lorsqu'il y a un problème de répression. À cette solidarité, parfois, donc, finira par se mêler peut-être une certaine crainte. C'est sûr que ce ne sera pas facile pour des gens, enfin pour monsieur tout le monde, demain de venir rendre des décisions importantes contre des gens, sachant que ces gens peuvent avoir derrière eux une organisation, peut-être. Ce sera extrêmement difficile, incontestablement, surtout, je le répète, dans une petite île où la population est très peu nombreuse et où tout le monde se connaît. Vous pensez aux jurés? Je pense bien entendu aux jurés, je pense surtout aux jurés, mais je pense aussi aux magistrats professionnels. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure, juste après le journal, à 20h35, pour le magazine de Pierre Dumaillet, Situation 82. Philippe Alfonsi revient en effet tout juste de Corse et fera un point sur ce regain de violence et surtout sur les problèmes de fond de l'île aujourd'hui.
Huguette Bouchardot, reçue par le président de la République pendant près d'une heure cet après-midi. La secrétaire nationale du PSU lui a expliqué le sens de son soutien critique à l'égard du gouvernement. La gauche a besoin de toutes ses forces, a-t-elle dit, du pluralisme et de tout ce que nous pouvons représenter. Autre déclaration, celle du secrétaire général du Parti républicain, Jacques Blanc, qui a lancé la campagne de son parti pour les élections cantonales. Non au tout socialiste, a-t-il dit, non à la France rose de la tête aux pieds. Édith Cresson devant les chambres d'agriculture en fin d'après-midi, elle a réaffirmé les positions que le gouvernement français entend défendre à Bruxelles à l'occasion du marathon agricole. Jean-Luc Alméjane y reviendra à 23h15. Édith Cresson qui sera la semaine prochaine au congrès de la FNSEA au Touquet. Pour son président, François Guillaume, l'épreuve sera d'autant plus difficile pour Mme Cresson que les agriculteurs sont insatisfaits. Enfin, le RPR Bernard Pons, de son côté, estime qu'à Bruxelles, la France doit quitter la table de négociation. Pierre Mauroy en Tunisie depuis tout à l'heure. Il doit séjourner là-bas jusqu'à samedi soir. Il est accompagné de 3 ministres. Il s'agit essentiellement d'un voyage amical puisqu'il n'y a pas de contentieux majeur entre les deux pays. Pierre Mauroy qui, avant son départ, aura pu prendre connaissance d'un sondage que va publier demain François avec le concours de l'IFOP. Il perd 2 points dans ce sondage, 48% de satisfaits désormais pour 33% de mécontents, 48-33. Et de son côté, François Mitterrand n'enregistre aucun changement dans sa cote, 51% de satisfaits, 32% de mécontents, 51-32. Le pape a fait un court passage aujourd'hui en Guinée équatoriale. Il venait de Libreville, capitale du Gabon, et vient d'y retourner il y a quelques minutes. La Guinée équatoriale, un pays mal connu, divisé en 2 parties disjointes et peuplé de 300 000 habitants, longtemps rendu silencieux par la terrible dictature de Macias Nguema. Le reportage de Jean-Claude Darigo et de Raymond Mahut. Une capitale, Malabo, qui fut pendant 11 ans et jusqu'en 1979 le lieu privilégié de l'une des dictatures les plus sanglantes du monde, celle de Macias Nguema. Cadavres au coin des rues, exécutions sommaires, incarcération arbitraire. Parmi les cibles préférées de Macias, l'Église, les chrétiens, le clergé catholique. J'ai été jeté en prison de 1974 à 1979. Quelles étaient vos conditions de détention? Il s'agissait de travaux forcés. On nous battait, on nous torturait parfois. En août 1979, la coupe déborde. Un jeune officier supérieur, l'actuel président de la Guinée équatoriale, tente et réussit un coup d'État. Après procès, le dictateur est fusillé. Mais l'économie guinéenne est exsangue. Les récoltes de cacao et de café, principale richesse du pays, sont tombées à presque zéro. Les commerçants ont fui, la monnaie locale ne vaut plus rien, les vitrines sont désespérément vides. Le nouveau président de la République reprend un certain dialogue avec l'Europe occidentale. L'Espagne et la France répondent par des prêts et une coopération technique multiforme. J'espère qu'en ce moment difficile pour la Guinée équatoriale, le peuple français aidera ses amis, qu'il nous assistera, nous apportera sa coopération, nous donnera tous les moyens nécessaires pour que nous puissions continuer de mettre en place un régime de liberté dans notre pays. Car je sais que le peuple français est le père et le garant de nombreux États libres d'Afrique. Pendant les premiers mois du nouveau régime, on croit à une relance. Les libertés sont mieux garanties, mais la corruption au plus haut niveau, y compris dans l'entourage du chef de l'État, va compromettre toute évolution positive de l'économie du pays. Aujourd'hui, à Malabo, l'eau coule dans les maisons 2 demi-heures par jour et l'électricité est rare et fantaisiste. Quant aux productions agricoles et industrielles, elles continuent à stagner. Tout est importé et ce tout, en raison de l'inconvertibilité de la monnaie locale, l'ékouélé, se résume souvent à l'absence des denrées les plus élémentaires. C'est ce pays à 95% catholique que Jean-Paul II a voulu rencontrer.
Il faut bien qu'on sache que c'est à l'initiative du représentant de notre président de la République au Vatican que le pape Jean-Paul II a accepté de faire une halte dans notre pays. La mission du pape est de type universel. Il entend rencontrer toutes les cultures, tous les peuples. Cependant, ma conviction, c'est que Jean-Paul II, sachant les persécutions que l'Église de Guinée équatoriale a eu à subir sous le précédent régime, a accepté de venir chez nous pour nous encourager et nous confirmer dans la foi après les épreuves. Voilà, deux dépêches de dernière minute. Tout d'abord, une catastrophe dans le métro de Moscou à l'heure de pointe. Un escalier du métro s'est effondré. Selon un témoin, cet escalier s'est effondré en quelques secondes avec plusieurs centaines de personnes qui sont tombées les unes sur les autres. Et le même témoin parle de très nombreuses victimes. Et puis, dans une conférence de presse, Ronald Reagan, à l'instant, vient de faire savoir qu'il n'avait pas de plan pour envoyer des troupes américaines au Salvador, pas plus que dans le reste du monde. Pologne, le bilan de la gigantesque opération de ratissage dont nous parlions hier, 3500 personnes placées en garde à vue, mais aussi 145 000 Polonais pris en flagrant délit de violation de la loi martiale. Les autorités ne parlent quand même que de quelques 350 délits caractérisés. Belgique, acquittement de l'adolescente qui avait détourné un bus de ramassage scolaire il y a 2 ans, c'est-à-dire donc le belge, non pas le français, une décision applaudie par un public composé principalement de jeunes. C'est en novembre 80 que Michel Strey avait pris en otage dans les Ardennes belges 16 écoliers et 2 adultes et avait contraint le chauffeur à se rendre à Bruxelles pour parler à la radio et à la télévision. Un hold-up à Cavaillon hier soir. 4 gangsters ont réussi à s'emparer du contenu de la majorité des coffres privés de la succursale de la société lyonnaise de dépôt. Ils ont opéré à visage découvert en se faisant passer pour des clients et avec une audace qui a beaucoup impressionné les enquêteurs. Le sport maintenant avec après-demain le second match du 15 de France, en rugby bien sûr. Cette fois cela se passera au Parc des Princes et ce sera l'Angleterre qui sera l'adversaire des Français. Alors après la défaite subie à Cardiff, les sélectionneurs n'ont pas hésité à employer les grands moyens et à tout réformer. Jean Mamère. Cette mêlée française qui pousse un adversaire fantôme à l'entraînement vient de faire peau neuve. Des 8 hommes forts qui ont affronté mais sans convaincre, voilà 15 jours les Gallois à Lance Park, il n'en reste plus aujourd'hui que 2. Philippe Dintran, le talonneur, et Jean-Pierre Rive, le capitaine et 3e ligne L de l'équipe de France. L'un des auteurs de cette grande lessive, c'est Jacques Fouroux. Après Galles, 2 nouveaux piliers ont été appelés, mais surtout 2 hommes de grande taille pour saisir les balles à la touche, c'est le point faible. Le lourdé Emmanuel Carpentier, tout d'abord, 1,98 m, c'est sa 2e sélection. Et Jean-Luc Joannel, de Brive, dont c'est le grand retour dans le tournoi après une blessure, 2 hommes dont on attend beaucoup, trop peut-être. De Messi, il n'y a pas de Messi et personne ne dira impassable. Je viens là pour jouer, pour essayer de faire un bon match et je crois que c'est une affaire collective et c'est avec tous les copains samedi qu'on va essayer de gagner. Hein. Chacun jouant son rôle, bien entendu. Qu'est-ce qu'on craint? Bon, on a peur qu'ils croient que s'ils ont perdu 2 fois chez eux, fait 1 fois chez eux, 1 fois en Écosse, ils vont vouloir se racheter, je pense, chez nous. Ils savent surtout qu'on n'est pas trop fort en ce moment. Ils vont tout faire pour essayer de gagner. Mais en fait, la clé du problème, c'est sûrement Philippe Dintran, le talonneur. C'est lui qui lance le ballon et règle les automatismes. Pour Dintran, le lancer est devenu un geste rituel, 1000 fois répété. Tel un tennisman avant de servir, il saisit le ballon, l'essuie méticuleusement de la main droite et sur les 4 faces. Il crache dans sa main, on recommence tout, et c'est enfin le lancer. Le geste parfait ou presque, comme la prise de balle à 2 mains. Voilà, c'est simple. C'est tout ce qu'il faudra faire pour réussir samedi contre l'Angleterre. Voilà le quartet d'aujourd'hui. Il fallait jouer le 19, le 20, le 16 et le 15 pour, vous le voyez, obtenir à peu près 18 000 francs dans l'ordre et à peu près 500 francs dans un ordre différent. Et puisque nous parlons en jeu, sachez que hier pour le loto, eh bien, plus de 7 millions de francs pour un seul joueur qui avait sur un seul bulletin inscrit 4 grilles. Alain Géopétret, la météo demain. Il y a de l'humidité dans l'air et il n'y a pas de vent, donc il n'y a pas encore d'image, mais si voici les images. Donc nous sommes dans la purée de pois, nous resterons dans la purée de pois demain, brumes et brouillards. On va voir la carte tout de suite, en commençant par le nord-est du pays où il y aura beaucoup de nuages avec encore quelques pluies ou neiges éparses. Sur la Méditerranée, les éclaircies, on peut agrandir cette carte s'il vous plaît. Sur la Méditerranée, les éclaircies seront de plus en plus belles en cours de journée, les températures monteront. Sur l'ouest du pays, beaucoup de nuages avec quelques
quelques averses, quelques pluies qui auront tendance à gagner le Pas-de-Calais dans la journée. Sur le reste de la France, au nord de la Loire, beaucoup de brouillard et de brume le matin. Attention aux accidents, peut-être quelques éclaircies l'après-midi. Au sud de la Loire, beaucoup de brouillard et de brume aussi, mais davantage d'éclaircies l'après-midi, surtout sur les Alpes et les Massifs central. Les températures prévues pour demain par la météo nationale, les températures de l'après-midi, vous prenez celles qui vous intéressent, c'est frais au nord, c'est très doux au sud, jusqu'à 15 degrés à Nice et Marseille, 16 degrés à Ajaccio. La neige pour ceux qui vont y partir, l'enneigement moyen en centimètres sur les plus hautes pistes, eh bien il y a de la neige partout. Une petite faiblesse sur le Massif central, mais enfin, ça suffit quand même pour glisser. Beaucoup de neige en revanche sur les Pyrénées-Est et Pyrénées-Ouest. Enfin, pour terminer l'agenda, demain c'est le vendredi 19 février, 4 minutes de soleil en plus, levé 7h54, couché 18h16, la fête de Saint-Gabin et la fête aussi des Mogoldo-Bonorco. Pardon? Mogoldo-Bonorco. Ah d'accord. Bien, pas de nouvelles pour l'instant de la catastrophe du métro de Moscou. Notre correspondant nous appellera peut-être dans le dernier journal à 23h15 avec Jacques Merlino. Je vous rappelle ce que je vous disais en tout début de journal, c'est-à-dire un effort d'harmonisation sur les 3 chaînes, puisque les 3 PDG se sont rencontrés cet après-midi et ont décidé que les téléspectateurs désormais auront le choix chaque soir à 20h30 entre une œuvre de fiction qui sera film ou téléfilm, une émission de variété et puis une autre qui sera moins axée sur la distraction et sur l'évasion. Voilà qui devrait satisfaire beaucoup d'entre vous. Je vous souhaite à tous une excellente soirée, 23h15 pour Jacques Merlino et demain, antenne de midi à 12h45. Bonsoir à tous, à demain 20h.